Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de l'histoire et de la simulation. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise un webinaire le 21 septembre de 18h à 22h. Et le thème de ce webinaire sera les réseaux sataniques et le lien avec les programmes comme le programme Montauk et tous les liens avec les entités non humaines. Donc, c'est un webinaire qui est inédit sur un thème qu'on n'a jamais traité en webinaire et on va essayer de traiter ça de manière la plus complète possible. Alors, sachez que c'est un webinaire qui est en direct, qui dure 4 heures avec questions-réponses. Donc, prévoyez 1 heure de plus parce que souvent les questions sont très pertinentes, les interventions sont très pertinentes et ça nécessite souvent beaucoup de temps parce que justement, il y a beaucoup d'interventions, beaucoup d'échanges. Donc, n'hésitez pas à venir à ce webinaire totalement inédit en France et en plus à un tout petit prix. Oui, et il faut dire que Paul parle sans langue de bois et c'est vraiment où les chercheurs ne vont pas, c'est à plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de langue de bois. J'essaye d'utiliser un langage simple et tout ça, parce que beaucoup de gens ont tendance à compliquer, alors que les choses sont complexes, mais pas compliquées. Absolument. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. De toute façon, ça sera en dessous de ce podcast. Vous cliquez sur un lien. Exactement. Donc, on voulait continuer à vous annoncer pour dimanche, le 1er septembre, on a une visite, on organise une visite conférence, une visite guidée conférence, et ça sera de 14h à 19h et on se retrouve à l'entrée du parc Montsouris. Et l'adresse de l'entrée du parc Montsouris, c'est 2 rue Gazan, dans le 14e arrondissement de Paris. Et le métro, c'est le métro Glacière, ligne 6, ou le RERB, cité universitaire. Et donc, le thème de la conférence, ça sera le ciblage en réseau. Et je parlerai également des ondes de forme, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la signification des ondes de forme. Pourtant, les ondes de forme sont partout dans l'architecture et les ondes de forme, justement, jouent un rôle dans la manipulation de la perception, dans le contrôle mental, qui est donc connecté au ciblage en réseau. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous inscrire. Exactement, on mettra un lien en dessous où il y aura le programme de la conférence en plein air et notre adresse mail. Tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous inscrire. Là, c'est encore un concept différent où on est sur les lieux, où on échange. C'est vraiment intéressant et on n'a que des très bons retours. Et sachez que le samedi 7 septembre 2024, de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris 14e, donc au Café d'Orléans. Il y a une salle où j'organise la conférence et la conférence est sur le thème des tireurs de ficelles. Qui tire les ficelles derrière cette réalité? Donc, et là, encore une aussi, fois, c'est un thème inédit. Sans langue de bois, comme d'habitude, nous parlera à tous les niveaux, tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Et là, encore une fois, aucun chercheur en France va aussi loin. Donc, pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On mettra, donc ça sera le 3e lien. Enfin, absolument. 4e chose qu'on voulait vous dire, n'hésitez pas non plus, si vous souhaitez nous soutenir, à prendre un abonnement sur notre site au-delà-de-l'illusion.fr. Chaque semaine, vous trouverez 2 podcasts, un podcast abonnement et un podcast d'analyse de l'actualité.
Donc, depuis que notre site existe, la partie abonnement contient 170 podcasts inédits et ça augmente maintenant au rythme de 2 par semaine. Donc, si vous souhaitez nous soutenir tout en ayant accès à de l'information inédite, ben, n'hésitez pas à prendre un abonnement à notre site, d'autant plus que c'est 5 euros par mois. C'est vraiment, ça donne un accès à tout le monde. Voilà, c'est accessible à tout le monde. C'est plus que jamais, on a besoin de transmettre cette information parce que les choses ne s'améliorent pas, malheureusement. Exactement, et il faut être informé. Il faut être informé et pas passer comme l'époque de 2020, etc. Oui, il faut vraiment s'informer et transmettre l'information. Et voilà, et sachez qu'il y aura de plus en plus de podcasts, de plus en plus d'informations, parce que je fais cela à plein temps maintenant. Absolument, et parce que c'est passionnant. Et c'est passionnant. On va continuer, et pour cela, on a bien évidemment besoin de votre soutien. Sachez également que si vous avez des témoignages à propos d'expériences paranormales, d'expériences d'abduction, d'expériences avec des timelines, d'expériences de mort imminente, d'expériences de ciblage en réseau, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment grâce aux témoignages qu'on peut avancer. Parce que témoignage, c'est la base de cette recherche. Oui, et c'est important aussi. Exactement, c'est très important et je remercie toutes les personnes du reste qui nous ont envoyé des mails pour témoigner. Oui, et pour toutes les personnes qui nous soutiennent et qui continuent de nous soutenir. Continuer. Aujourd'hui, le thème est encore une fois inédit et super intéressant. L'histoire, est-ce que c'est tout ce qu'on nous raconte et quel est le lien avec la simulation? Déjà, justement, l'histoire, c'est quelque chose au premier niveau qui peut être complètement trafiqué, qui peut être trafiqué par les vainqueurs. Comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc on voit que l'histoire est trafiquée dans de nombreux événements. Donc ça, on ne va pas rester sur ce niveau-là aujourd'hui. On va aller à l'autre niveau. On peut penser que l'histoire, c'est une projection. C'est un scénario qui est projeté dans cette matrice, dans cette fausse création. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une réalité holographique, une réalité qui fonctionne comme une simulation, une simulation qui a été mise en place par des entités sans âme, donc qui ont une technologie de plusieurs milliards d'années d'avance sur nous. Donc l'histoire, c'est quelque chose de programmable. Et c'est d'autant plus programmable que le temps fait partie de cette fausse création. Le temps, il est issu des technologies des entités sans âme, et les entités sans âme sont au-delà du temps, en tout cas du temps tel qu'on le conçoit dans cette fausse création, puisqu'elles ont généré le temps. Donc, l'histoire, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Notre réalité, même, c'est un peu comme un jeu vidéo qui est téléchargé dans une clé USB. L'intégralité de ce jeu vidéo est dans la clé USB. Mais quand on branche la clé USB, on part du début du jeu vidéo, puis on va jusqu'à la fin. Idem pour un film. Quand on a un film sur un DVD, l'intégralité du film est sur le DVD. Mais quand on écoute le DVD, on pense que c'est linéaire alors que tout le film est contenu sur le DVD. Donc l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est un programme. C'est aussi comme le quotidien. Finalement, notre quotidien peut être modifié. Donc au niveau général, tout peut être modifié par les entités, puisque le temps n'existe pas. Donc tout est programmé
par les entités non, tout est programmé par les entités non humaines. En fait, notre réalité, que ce soit le passé, le présent et le futur, est déjà programmée par les entités non humaines. Mais Ensuite, on peut le modifier, par on la est d'accord. conscience, on peut modifier le programme. Mais si on n'est pas conscient et si on vibre au niveau des entités sans âme, on ne va pas modifier le programme. Au D'où contraire, l'importance de cette information. d'où l'importance de cette information pour en être conscient. Conscient. Pourquoi? Parce que si on vibre au niveau des entités sans âme, on va créer le canevas de réalité voulu par les entités sans âme. Et l'histoire, c'est pour moi un énorme programme et quelque chose qui peut être modifié. C'est logique, par exemple, un créateur, un créateur de jeux vidéo, s'il est au milieu du jeu vidéo, il peut modifier le début du jeu vidéo. Et les entités sans âme, comme elles sont au-delà du temps, elles peuvent modifier notre passé et notre futur et notre présent, euh, mais elles peuvent modifier ça en permanence. Et tout cela s'accompagne d'un effacement de la mémoire, d'une reprogrammation du subconscient. Donc, on se rend absolument compte de rien. Donc, l'histoire telle qu'on la connaît, c'est vraiment une projection. C'est quelque chose qui est programmé dans cette fausse création et qui peut être modifiable à volonté par les entités non humaines. Donc la version officielle, bien La évidemment, version officielle, ça correspond au programme des entités sans âme. Mais après, le programme peut être modifié. Et puis, bien évidemment, il y a des éléments de désinformation dans l'histoire au niveau des 5 sens, mais la plupart de l'histoire est totalement programmée. est-ce qu'il y a des éléments vrais aussi? Ben, les éléments sont vrais, mais c'est contenu dans un programme. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo en ligne, le scénario du jeu vidéo en ligne est vrai pour les joueurs, mais le passé du scénario peut être modifié à tout moment pour le créateur du jeu vidéo s'il a les codes. Et pour l'histoire, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, il y a des mises en scène au niveau des 5 sens, mais le programme, c'est quelque chose qui est vrai, puisque c'est un programme qui est projeté par les entités non humaines. Mais c'est une réalité au même titre qu'un jeu vidéo est réel. Et l'histoire, le passé, peut être modifié constamment. Et oui, puisque le temps, c'est non linéaire. le temps, c'est non linéaire. Et ça explique l'effet Mandela. Beaucoup de personnes se rappellent par exemple que Mandela est mort dans les années 80 alors qu'il est mort en 2013. Et pourquoi la plupart des gens se rappellent qu'il est mort en 2013? Parce que c'est la réalité consensuelle et la plupart des souvenirs des gens ont été reprogrammés pour que les gens se rappellent de la réalité consensuelle. Mais pour moi, il y avait une réalité alternative, une histoire alternative, qui était la réalité consensuelle à une époque où Mandela est mort dans les années 80. Puis ensuite, tout cela est reprogrammé par les entités non humaines. Ça fait aussi partie du jeu de ces entités sans âme. Et ça explique l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est des gens qui se rappellent de la timeline avant la reprogrammation. Et, et, et beaucoup de personnes se rappellent d'autres souvenirs, de souvenirs différents de souvenirs différents de l'histoire, alors que
alors que ça n'a pas existé. Mais ça Oui, ça, existait. c'est par rapport à la perception de chacun C'est de la nous. perception, mais c'est aussi le passé qui est reprogrammé. La rétro, C'est même pas la rétrocausalité, c'est rétrocausalité. le passé qui est constamment reprogrammé. Par exemple, dans les années 80, si un voyageur du temps avait voyagé dans, dans les années avant qu'il y ait cette reprogrammation de la réalité, si un voyageur du temps avait voyagé dans le passé, dans les années 80, il aurait assisté à la mort de Mandela. Maintenant, un voyageur du temps qui resterait dans cette timeline et qui irait dans le passé n'assisterait pas à la mort de Mandela, puisque c'est la timeline qui a été changée. Dans d'autres timelines, par contre, il y a des scénarios où Mandela meurt dans les années 80. Donc on parle de Mandela, mais ça peut être beaucoup d'autres événements. En tout cas, on se rend compte que, que le passé est totalement modifié, non Modifié. seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau... Tu avais donné un exemple concret. Oui, c'était quand il y avait la grippe espagnole dans les années 1920, il y avait des documentaires sur la grippe espagnole qui datent des années 90 et du début des années 2000 que j'avais vu où personne ne portait de morceaux de chiffon sur la figure. Alors, je reste vague exprès, mais vous savez ce que c'est que le morceau de chiffon sur la figure, personne ne le portait. J'ai revu les mêmes documentaires en 2020-2021 et tout le monde portait ces morceaux de chiffon sur la figure. Donc c'est comme si le passé avait été reprogrammé, comme si le passé avait été reprogrammé par les entités non humaines. Donc quand on étudie l'effet Mandela, quand on étudie des choses comme ça, on se rend compte que le passé est constamment reprogrammé par les entités non humaines. Et c'est non seulement le passé collectif, mais aussi le passé individuel. Par exemple, il y a un homme, il y a un homme qui, qui vivait avec sa famille et qui était extrêmement proche de son frère. Lui et son grand frère étaient très proches. Et un jour, le grand frère part, comme tous les jeunes, pour aller faire des études. Donc, le garçon est un petit peu triste, mais les études de son frère se passent bien et il rencontre une jeune femme et de fil en aiguille, le frère se marie avec la jeune femme. Et là, le frère donc mène une vie très heureuse avec cette jeune femme. Il a des enfants et tout ça, et régulièrement, ils viennent voir les parents et le petit frère qui vivait encore chez les parents. Le petit frère finit aussi par partir. Il part faire des études, puis il trouve un travail, mais le grand frère et sa famille et le petit frère se retrouvent tous les 2 ou 3 mois chez les parents pour des espèces de repas de famille. Un jour, le petit frère, le narrateur de cette histoire absolument authentique, rentre chez ses parents et il est surpris de voir son frère. Et, le, et il est surpris parce que le frère venait toujours avec sa femme et sa famille. Et il dit, mais où est, où est ta femme? Donc, je ne connais pas le prénom, donc c'est pour ça que je dis, où est ta femme? Et le frère lui répond, ma femme, je n'ai jamais eu de femme. Oh, et le garçon dit, mais arrête, arrête de me chambrer et tout ça. Bien évidemment que tu as une femme, tu as des enfants et tout ça. Où sont mes neveux et mes nièces? Mais le frère le regarde, mais tu deviens complètement fou. Je n'ai jamais quitté
cette maison, je vis toujours chez papa et maman, tu le sais, du reste, tu es un vénard de vivre, d'avoir ton propre appartement et tout ça. Donc là, le garçon comprend rien, il demande à ses parents et les parents lui disent, mais tu as dû trop travailler, mon pauvre, tu sais bien que ton grand frère est un éternel Tanguy. Un Tanguy, quelqu'un qui vit toujours chez ses parents à plus de 30 ans. Tu sais bien que c'est un Tanguy, parce que ça vient d'un film des années 2000. Et là, et là, le garçon, il est complètement médusé et tout ça, donc il va regarder dans les albums photos de la famille, et il se rend compte qu'effectivement, il n'y a jamais eu de belle-sœur, il n'y a jamais eu de neveu et de nièce. Donc c'est comme si son passé et le passé de son frère avaient été totalement changés, mais pour le frère, et c'est une bénédiction, il ne se rappelait de rien, ainsi que les parents. C'est plus douloureux pour ceux qui se rappellent. Donc ça veut dire que notre histoire individuelle et notre histoire collective est constamment manipulée par les entités non humaines. Et je pense que c'est un point essentiel du système de contrôle. Et tout cela a été décrit dans des films comme Dark City et tout ça, où des entités manipulent la réalité. Donc, cette manipulation de l'histoire fait qu'on ne peut jamais être sûr quel est notre passé, entre guillemets. Après, il y a des gens qui vont faire des fouilles archéologiques et qui vont découvrir des artefacts qui confirment ou non une version officielle de l'histoire. Mais on peut se demander, est-ce que ces artefacts n'ont pas été programmés par les entités non humaines pour être découverts? Et ça, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et quand j'ai parlé de ça il y a plusieurs années, beaucoup de gens, beaucoup de gens n'ont pas vraiment tilté, beaucoup de gens sont même moqués. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs qui commencent à vraiment étudier ça à fond. Il y a Roch Zucker qui a étudié ça avec ses mots à lui de manière beaucoup plus compliquée, mais il y a David Icke qui commence à dire également que l'histoire est programmée. Donc je suis assez content que quand même, que quand même, ce que je dis depuis des années commence à être, validé par d'autres chercheurs de qualité. D'ailleurs, Roch Zucker aussi a toujours dit ça. Il faut dire qu'il a fait un travail brillant sur ça, même s'il a dit de manière un petit peu différente et pas forcément pas forcément en partant du même point, mais en tout cas, il y a quand même de ça. Donc ça fait plaisir que les recherches soient quand même validées. Et même des scientifiques commencent à parler de notre réalité comme une simulation et que donc elle peut être reprogrammée en permanence. Donc c'est quelque chose qui va très loin. D'autant plus qu'il y a des programmes de voyage dans le temps. Ces programmes de voyage dans le temps sont des projets comme le projet Montauk, qui est un terme ombrelle qui regroupe des dizaines d'autres projets de voyage dans le temps, comme le projet Looking Glass, le chronoviseur aussi, et tout ça, c'est tous des projets de voyage dans le temps. Pourquoi il y a des projets de voyage dans le temps qui sont menés à bien par le CMI? Parce que le CMI est en contact avec des entités non humaines et il y a des transferts de technologie. Donc, il y a un voyage dans le temps qui est fait de manière constante par le complexe militaro-industriel. Donc, à partir du moment où le CMI et les entités non humaines peuvent voyager dans le passé et dans le futur, elles peuvent manipuler totalement notre histoire.
Donc la manipulation de l'histoire peut être physique par des voyages dans le temps, mais aussi peut se faire par reprogrammation de la réalité. Et ça va très loin. Et comme tout est simultané, passé, présent et futur sont simultanés, le futur a un impact sur le passé. C'est ce qui s'appelle la rétrocausalité. Et la rétrocausalité, ça explique beaucoup de prophéties, parce qu'en fait, le futur a un impact sur le passé. Et comme tout est simultané, il y a des personnes qui peuvent capter le futur. Et puis, il y a des personnes qui vont être influencées par le futur quand ils écrivent des livres, par exemple. Il y a un Américain, Morgan Robertson, qui a écrit sur le naufrage du Titanic, qu'il a prévu 12 ans ou 20 ans avant qu'il ait lieu, peu importe. Alors, on peut penser que Morgan Robertson était clairvoyant, parce qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, qui peuvent voir le futur. On peut aussi penser que Morgan Robertson a été influencé par des pensées intrusives qui se sont fait, donc des entités sans âme, qui ont imité les pensées de Morgan Robertson et qui l'ont inspiré pour qu'il fasse un livre de programmation prédictive, ou bien on peut penser que l'influence du futur, la rétrocausalité, a influencé justement l'ouvrage de Morgan Robertson. Moi, je pense que c'est un peu un mélange des trois. Morgan Robertson avait des dons de médium. Beaucoup d'auteurs sont influencés par les pensées intrusives qui sont en fait des entités sans âme. Et il y a cette influence du futur sur le passé. Il y a un psychologue, Eric Vargo, qui d'ailleurs commence à étudier cette rétrocausalité, notamment dans les synchronicités et tout ça. Ça fait partie de notre réalité. Et il y a des manipulations constantes du passé individuel, mais aussi du passé collectif. Et en plus, il y a des timelines qui sont fusionnées les unes avec les autres et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des événements qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire et qui ils ont été mis là pour... un événement dans l'histoire, il peut ne jamais avoir eu lieu, mais ensuite être projeté dans la réalité. Par exemple, on peut penser alors je donne un exemple comme ça, mais que dans une autre réalité, à la place du château de Versailles, il y avait juste le logis de chasse qu'il y avait à l'origine et que le château de Versailles n'a jamais été construit. On peut penser par exemple que le château de Versailles a été reprogrammé par les entités non humaines dans cette réalité pour justement faire grandir le mythe du roi Louis XIV, donc du roi Soleil, donc de la vénération du Soleil. C'est une hypothèse, bien évidemment, que j'avance, qui peut être vraie comme fausse, mais au moins qui montre les choses. On peut penser que des événements comme la Révolution française, ils ont pu ne pas exister hier, et ensuite la réalité est reprogrammée pour que la Révolution française ait lieu. Et comment tu expliques quand il y a les timelines qui s'y mettent, ça peut aussi changer? Ah, les timelines peuvent être changées. Une autre hypothèse qui expliquerait du reste le château de Versailles et tout ça, c'est les manipulations de timeline. Beaucoup de personnes parlent de la Tartaria, de l'Atlantide, de la Lémurie. En gros, d'une civilisation globale qui aurait existé avant nous. Et que cette civilisation globale aurait été détruite par un cataclysme ou par quelque chose. Et effectivement,
on peut voir des bâtiments comme le château de Versailles comme des traces d'une civilisation globale. On peut voir par exemple l'église Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Cologne, comme des vestiges d'une autre timeline. Pourquoi? Parce que ces bâtiments sortent tellement de l'ordinaire. Ils sont tellement différents des autres et avec nos technologies actuelles, on serait incapable de les reproduire. Par exemple, il y a eu des cathédrales qui ont été construites récemment, mais aucune n'arrive même au 10e en beauté et en perfection que la cathédrale de Chartres, que la cathédrale Notre-Dame ou que la cathédrale de Cologne. Au Japon, par exemple, il y a eu des pyramides qui ont été découvertes sous la mer, mais des pyramides de plusieurs centaines de mètres de haut, avec des parfaitement sculptées, avec d'énormes pierres, parfaitement sculptées et tout ça. Oui, c'est impossible de les faire. Au niveau aussi des Bahamas, au niveau du triangle des Bermudes, il y a des villes entières qui sont sous la mer. Et ça, c'est des constructions qui sont impossibles à réaliser, même avec la technologie d'aujourd'hui. Beaucoup de gens expliquent que les forts qui sont attribués à Vauban sont impossibles à réaliser avec la technologie d'aujourd'hui. De même que des châteaux comme le château de Versailles, justement, sont impossibles à réaliser avec de la technologie d'aujourd'hui. Donc on peut penser que tous ces bâtiments ont pu être projetés dans la réalité par les entités non humaines et ensuite l'histoire modifiée pour que ces bâtiments aient une histoire, pour qu'il y ait des gens dans leur famille qui ont travaillé sur Notre-Dame et tout ça, mais ça, c'est une reprogrammation de la réalité. Ou bien, on peut penser qu'à une époque, il y avait une timeline originale, que cette timeline originelle correspondait justement à ce qu'on peut appeler la Tartaria, la Lémurie, l'Atlantide, peu importe, une civilisation globale. Et on peut penser que ce faux âge d'or, parce que c'est un faux âge d'or, était utilisé pour leurrer les humains de la vraie création à consentir à la fausse création. Parce que la vraie création, c'est comme un hôtel 5 étoiles. Donc, si les entités avaient mis directement notre réalité, qui est comme un hôtel 1 étoile, les gens de la vraie création n'auraient pas consenti. Donc, il fallait faire projeter une réalité un petit peu plus belle pour leurrer les humains de la vraie création à consentir à la fausse création. Et pour moi, le consentement s'est fait par de la technologie, où les entités ont dit, voilà, acceptez notre technologie et vous deviendrez des dieux. Pour moi, c'est ça la chute. Et Apple, par exemple, le symbole, c'est la pomme du jardin de l'Éden, qui pour moi symbolise la technologie. Donc, en tout cas, il y a pu avoir ce faux âge d'or, ce qu'on appelle la Tartarie, la Lémurie, l'Atlantide, qui a été construit par les entités sans âme, projeté par les entités sans âme, pour capter les humains. Et comme les entités sans âme se nourrissent de notre louche, de notre énergie émotionnelle, un âge d'or, même faux, ne donne pas suffisamment de louche, autrement dit d'énergie émotionnelle négative. Donc les entités sans âme, et là bien évidemment on est dans le domaine de l'hypothèse, les entités sans âme ont pu mettre fin à ce faux âge d'or en le remplaçant par une timeline synthétique. Et la timeline synthétique correspond à notre réalité. Elle correspond à l'histoire officielle. Je pense que les vrais humains, les animaux et même les végétaux feraient partie de cette timeline, la timeline originelle. On faisait partie de la timeline originelle, mais quand elle a été remplacée par la timeline synthétique, tous les souvenirs ont été reprogrammés pour que personne ne se rappelle de la timeline originelle. D'où le terme du reset, justement. Et peut-être que le remplacement de la timeline originelle par
une timeline synthétique a pu se manifester par un cataclysme. Ça a pu s'exprimer dans la réalité, dans le programme, par un cataclysme, parce qu'effectivement, il y a des dates, il y a des traces de cataclysme, il y a des traces de cataclysme au 19e siècle. Donc c'est extrêmement récent. Mais s'il y a une reprogrammation du subconscient et tout ça, les gens se rappelleraient uniquement de la timeline synthétique. Et les traces des cataclysmes, on les voit sur des photographies anciennes où il n'y avait personne dans les rues, dans des rues de Moscou, de Paris, de Londres, et où il y avait énormément de boue dans les rues. À Londres et même dans certains immeubles parisiens, les entrées sont en sous-sol. Donc ça veut dire que les immeubles ont été enterrés par de la boue et tout ça. Et ces cataclysmes, ces coulées de boue, peuvent être une expression de cette modification de timeline. Est-ce que quelque part, cette timeline originelle existerait encore? Elle existe quelque part, mais elle existe quelque part, puisque comme quand on crée une timeline, la timeline existe quelque part, mais notre point d'attention est focalisé sur la timeline synthétique maintenant, et il y a des éléments de la timeline originelle qui ont été mis dans la timeline synthétique pour être des os à ronger, comme dirait Rogue Zucker. Ça fait partie du jeu de ces entités non humaines. Et ça va très loin. Donc, il y a des gens qui disent que l'histoire est plus récente qu'on nous le dit. Oui et non. Donc, tout est à considérer. Tout est à considérer. Ben, c'est comme le récentisme. J'y adhère sans y adhérer. Pourquoi? Parce que dans la timeline originelle, la durée du programme pouvait être beaucoup plus courte que dans la timeline synthétique. Donc, dans la timeline originelle pouvait être que de 200 ou 300 ans, mais la timeline synthétique peut durer des milliards d'années. Il suffit juste de reprogrammer le temps dans la simulation. Donc, à la fois, le récentisme peut être vrai et à la fois, le récentisme peut être faux. Parce que, et là encore, les entités laissent des os à ronger. Ça fait partie de leur jeu de nous faire tourner en rond. Il y a une archéologue qui a fait des fouilles en Afrique du Nord, et c'était une archéologue tout à fait mainstream et tout ça, qui travaillait dans le milieu universitaire, et je discutais avec elle, et elle me disait, il y a 1000 ans en Afrique du Nord qui ont totalement disparu, en tout cas au niveau du Maroc et de l'Algérie. C'est entre l'an 500 et 1500 ans, il n'y a aucune trace archéologique. Pourtant, il y a d'autres artefacts qui sont découverts dans d'autres régions où il y avait des civilisations florissantes entre 500 et 1500. Donc, tout ça, ça peut s'expliquer justement par des manipulations de timeline. Si une timeline originelle a été remplacée par une timeline synthétique, il peut rester des vestiges, entre guillemets, de la timeline originelle, ce qui expliquerait le récentisme, et la réalité consensuelle serait la timeline synthétique, ce qui expliquerait qu'il y a des artefacts qui prouvent l'histoire officielle et d'autres qui prouvent que l'histoire est beaucoup plus récente. D'autres artefacts aussi prouvent que l'histoire est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a des clous qui ont été trouvés dans des roches qui auraient 3 milliards d'années. Et ça peut être des projections par des entités non humaines dans la réalité pour faire tourner en rond les chercheurs. Donc, il y a des chercheurs, des archéologues qui vont trouver des preuves qui accréditent l'histoire officielle, d'autres archéologues
qui trouvent des preuves qui accréditent une histoire beaucoup plus ancienne, et il y en a énormément, et d'autres qui trouvent des preuves qui accréditent le récentisme. Il y en a aussi. Mais si les timelines ont été manipulés et si des artefacts peuvent être projetés dans cette réalité, ça explique tout. Et tous ces gens-là vont se quereller au lieu de comprendre pourquoi ils trouvent des choses différentes, pourquoi chacun trouve des choses différentes. Et si ils se posaient la question pourquoi ils trouvaient des choses différentes, ils se poseraient des questions sur la nature de la réalité, ils comprendraient que cette réalité fonctionne comme une simulation, et ensuite, ils se poseraient les questions qui a créé cette simulation. Mais en tout cas, l'histoire est totalement manipulée. Ça, c'est évident, reprojeté, totalement changé. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, le voyage dans le temps, c'est une réalité absolue. Il y a Andrew Basiago qui avait été plus ou moins vendu par son père dans des programmes secrets de voyage dans le temps. Et il y a des photos de lui à la bataille de Gettysburg avec Lincoln et tout ça. Il y a Alfred Lambremont-Webre qui l'a longuement interviewé et tout ça. Et ça, c'est une réalité, le voyage dans le temps. De même, Stuart Sverdlow parle d'expériences où il a été envoyé dans le passé et aussi dans le futur. Il y a aussi des humains qui sont envoyés dans le futur et après régressés, ce qui explique le programme dimensionnel secret avec le programme 20 Years and Back, 20 ans et de retour, où des gens passent 20 ans dans les programmes dimensionnels secrets, puis ensuite ils sont régressés en âge et ils repassent et ils sont régressés en âge et leur mémoire est effacée. Et donc, à un moment donné, par exemple, pour des gens comme Tony Rodriguez, un de ces survivants du programme dimensionnel secret, il y a un Tony Rodriguez qui est dans d'autres dimensions, dans les programmes dimensionnels secrets. Ensuite, comme il a été régressé, ramené dans le passé et régressé en âge, au même moment, dans la même timeline, il y a un Tony Rodriguez qui est en train de mener une vie beaucoup plus terre à terre. Ça c'est un truc, c'est un truc de fou. Et ça explique que beaucoup de personnes ont des rencontres avec des voyageurs du temps. Pourquoi? Parce que le voyage dans le temps existe, c'est lié à la nature même de cette réalité. Il est pratiqué par les entités non humaines et par le complexe militaro-industriel. Oui, c'est très intéressant. Ça me fait penser à la recherche, cette recherche de vérité. On ne peut jamais trouver une seule piste, une seule solution. Il faut être toujours ouvert d'esprit et étudier à plusieurs niveaux, puisque les entités sans âme nous font vraiment, nous manipulent vraiment à plusieurs niveaux. Donc, on ne sait jamais sur quel plan elles jouent. Elle manipule le temps. Et comme cette réalité fonctionne comme une simulation, parce que bien évidemment c'est beaucoup plus complexe qu'une simulation, il y a des glitches, ce qui explique que des gens vont faire des voyages dans le passé ou dans le futur. Par exemple, en 1970, il y avait trois jeunes étudiantes qui étaient parties faire un tour dans un centre commercial en Arizona ou en Californie, dans une région désertique. Elles prennent leur voiture et elles font leurs courses et tout ça. Puis après, elles reviennent à leur université. Et là, elles ne reconnaissent plus la route. Elles sont sur une route très isolée qui mène dans un endroit totalement perdu au milieu du désert. Donc elles sont paniquées, elles ne comprennent pas parce qu'elles connaissent bien le chemin et tout. Et puis elles voient une espèce d'air au bord de la route. Et là, elles voient un restaurant et tout ça, et elles trouvent que les voitures sont extrêmement bizarres. C'est des voitures très arrondies et tout ça.
Et ensuite, elles se disent, bon, bah, il y a peut-être un film qui est en train d'être tourné ou quelque chose qui est en train d'être tourné. Ça serait peut-être sympa de s'y arrêter, de prendre un verre et de demander notre chemin. Les jeunes filles, une des jeunes filles sort de la voiture et là, elle s'arrête net. Et ses copines sont en train de sortir, elles lui disent pourquoi tu t'arrêtes net? Et elle dit carrément les gens ne sont pas humains. Et elle rentre dans la voiture, elle dit démarre, démarre, les gens ne sont pas humains ici. Donc là, les jeunes filles démarrent et il y a des gens qui courent vers elles. Et ce sont des gens qui ont des têtes de gris, littéralement, et, et des espèces de voitures arrondies. Et après, elles arrivent à s'en sortir et puis elles retrouvent leur environnement familier. Donc, où ces jeunes filles se sont retrouvées dans une dimension parallèle, ou alors les entités non humaines ont projeté un scénario pour les leurrer et les manipuler par la peur, ou alors elles sont retrouvées dans le futur ou dans une autre timeline où, où les gris s'étaient incorporés dans notre réalité, où une variété de gris s'était incorporée dans notre réalité, ou alors l'humanité avait consenti au transhumanisme et était devenue des gris. En tout cas, les voitures arrondies et tout, ça fait penser à un paysage futuriste. Madame X, par exemple, s'est retrouvée dans une timeline où les entités sans âme s'étaient déjà présentées. Elle y a resté 1 an comme des faux sauveurs externes. Et tout était basé sur l'électricité et le shape-shifting et les entités sans âme dans la population, c'était devenu quelque chose de courant. Donc, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'elle a été dans une timeline parallèle ou dans le futur de cette timeline? Elle n'a pas su y répondre. Elle a dit c'est une possibilité que ça soit le futur, 30 ou 40 ans dans le futur time, de cette timeline. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le futur et aussi qui se retrouvent dans le passé. C'est un jeune homme aux États-Unis. Il, il est sur une route et là, il, il se, voilà, sa voiture commence à manquer d'essence. Donc il continue à avancer et puis il arrive à une station-service qui est très rétro. Donc avec des pompes avec des chiffres tournants et pas des chiffres numériques, un pompiste qui le sert et tout ça. Donc le jeune garçon se fait servir par le pompiste, très sympathique et tout, et puis il rentre dans le magasin, et puis il rentre dans le magasin pour payer. Et là, il est surpris qu'il n'y a personne à la caisse. Donc il va revoir le pompiste pour le payer, mais le pompiste est parti, personne n'est là. Donc il se dit c'est vraiment bizarre. Et là, il y a une autre voiture qui arrive. Et la voiture qui arrive, c'est une voiture de type Chevrolet ou Chrysler, mais un vieux modèle très rétro du début des années 80. Et là, la voiture paraît flambant neuve. Et là, il y a un jeune homme d'une trentaine d'années qui en sort. Et le garçon dit au jeune homme, ben, c'est vraiment bizarre cette station, ne vous servez pas parce que d'habitude il y a un pompiste qui sert et il n'y a personne à l'intérieur pour aller payer. Et le garçon dit, mais moi j'ai vraiment besoin d'essence, j'ai le réservoir qui est à sec. Donc le jeune homme descend et remplit sa voiture d'essence. Donc l'autre garçon, donc ça se passe en 2018, je précise bien, il fait le tour de la station, il cherche désespérément quelqu'un pour aller payer et il ne trouve personne. Donc là il se dit, je vais partir et je reviendrai les payer demain. Et il prend son téléphone
parce qu'il reconnaît pas vraiment la route. Il se dit, j'ai dû me perdre, je connaissais pas cette station. Il prend son téléphone pour capter le GPS. Et là, le téléphone ne capte pas. Donc, l'autre jeune homme qui était en train de se servir en essence, lui aussi va payer. Et il ne voit personne non plus. Et il tombe sur le jeune homme qui regarde son iPhone version 2018, qui cherche à se repérer sur le GPS. Et l'autre jeune homme est très intrigué. Il dit, c'est ça, un téléphone portable? Mais je les voyais beaucoup plus gros que ça. Et puis il demande, et puis il dit au garçon, mais comment ça fonctionne, cette chose-là et tout? Et le garçon lui montre. Et il est vraiment intrigué. Il dit, mais je savais pas que des choses comme ça existaient. Je savais pas que des choses comme ça existaient. C'est un truc de fou. Et le garçon lui dit, si, ça existe. Et puis il lui dit, j'essaye de chercher où je suis, de me repérer, mais ça ne marche pas. Et donc l'autre jeune homme ne comprend pas non plus. Et les deux personnes sont vraiment troublées parce qu'il n'y a personne. Et ils finissent par partir tous les deux. Et là, le jeune homme de 2018 revient en arrière, et puis soudain, il retrouve un paysage familier et tout ça, il se repère. Donc, il est très intrigué par cette expérience, et en plus, il a envie de payer. Donc, quelques jours après, il retourne à la station-service. Et là, il prend la route pour y aller, tout ça, il avait tout mémorisé. Il arrive à la station-service, il se rend compte qu'elle est complètement à l'abandon, que tout est rouillé et tout ça. Donc, il est vraiment troublé. Il rentre chez lui et il se demande ce qui lui est arrivé. Il comprend pas. Quelques mois plus tard, il est au supermarché et là, il voit un homme qui a à peu près 70-75 ans, en train de faire ses courses. Il dit, mais je connais cet homme de quelque part. Et il se dit, mais oui, c'est le jeune homme que j'avais croisé à la station-service, mais c'est lui. Et là, le narrateur de cette histoire absolument authentique comprend qu'il a voyagé dans le passé. Et ça, pour moi, le cas de Madame X, c'est vraiment voulu par les entités non humaines, mais le cas de cette personne, c'est un glitch, un espèce de bug dans la matrice, un espèce de bug dans la fausse création, parce qu'elle fonctionne comme un système informatique. Donc on voit bien que avec les voyages dans le temps faits par les entités sans âme, puisqu'elles sont au-delà du temps, puisque le temps est issu de leur technologie, et avec les voyages dans le temps faits par le CMI, on se rend bien compte que le passé et le futur peuvent être reprogrammés à volonté. Comme le temps fait partie de cette fausse création et est une illusion de la fausse création, tout est simultané. Donc, la modification du passé peut impacter sur le présent et le futur, mais la modification du futur peut impacter sur le présent et sur le passé. C'est ce qu'on appelle la rétrocausalité. Et en plus, comme notre réalité fonctionne comme une simulation extrêmement sophistiquée, le passé peut être reprogrammé en permanence. Et je pense que c'est ce qui nous arrive, que les entités sans âme reprogramment en permanence non seulement le passé collectif, mais aussi notre passé individuel. Et si elles le font, c'est pas pour notre bien, c'est pour mieux nous manipuler, mieux jouer avec nous un jeu vampirique et pervers, et mieux nous leurrer à consentir au transhumanisme. Est-ce que c'est pour que justement on ne connaisse pas rien de l'histoire? C'est pour qu'on ne sache pas d'où on vient, pour qu'on oublie qui on est, pour qu'on oublie qu'on vient
de la vraie création. création. C'est clair qu'il devrait y avoir des livres qui n'ont jamais été modifiés, mais ça, je pense Je que pense que les livres, beaucoup de il n'y gens en a disent que pas. les livres, par exemple, d'histoire anciens, ont été trafiqués et tout ça. Certains ont été trafiqués, c'est une certitude, puisque toutes les sociétés secrètes trafiquent tout. Mais à un autre niveau, d'autres livres n'ont pas été trafiqués. La réalité a été reprogrammée, donc les livres ont changé. C'est ce qui explique que des passages dans la Bible, dans des textes sacrés et tout ça, ont changé. Ça explique l'effet, ça fait partie aussi de l'effet Mandela. Oui, ce Et, qui est différent et la Bible, il faut le voir comme un espèce de de livre d'histoire trafiqué, oui, parce c'est qu'il y a des différent. éléments réels et des manipulations qui viennent de sociétés secrètes dans la Bible, mais il peut y avoir aussi une reprogrammation de tout ça par les entités qui peuvent reprogrammer des détails, des livres et tout ça. Ça va très très loin. Et non seulement c'est l'histoire, mais c'est notre réalité qui est reprogrammée. Récemment, par exemple, il y avait un reportage sur je ne sais plus quelle chaîne qui parlait d'une île qui existait à proximité du triangle des Bermudes, du reste, et c'est pas anodin, qui avait été cartographiée récemment et qui avait totalement disparu. Des scientifiques sont revenus faire des mesures, ils ne l'ont pas trouvée. Il y a l'île de High Brasil au large de l'Irlande, qui a été visitée par de nombreux marins et qui a totalement disparu. Et il y a même des endroits qui changent Et il totalement. paraît que même dans les cartes géographiques, il y a des endroits qui ont disparu. Donc ça Il y a des prouve endroits qui ont disparu. qu'il y a une Et en fait, manipulation. quand la réalité est reprogrammée, si par exemple ils font disparaître une île, l'île disparaîtrait automatiquement des cartes puisqu'ils modifient la timeline. Et les entités peuvent garder quelques éléments et les entités, pour nous faire tourner en rond, peuvent garder une ou deux cartes où les îles anciennes sont restées. Et ça, il y a un ami de Matt McKinley qui était en train de regarder un film, une version du Magicien d'Oz, et il a vu certaines couleurs changer en direct. Donc il a cru que c'était un glitch dans son DVD. Et il a regardé à nouveau le DVD. Et là, les couleurs avaient changé. Les couleurs avaient changé. C'était, je ne sais plus quelle couleur, peu importe. Donc, il reprend une vidéocassette et là, il voit à nouveau les nouvelles couleurs sur la vidéocassette. Donc, c'est carrément la réalité a changé subtilement devant lui. Et ensuite, la cassette qu'il avait achetée 20 ans plus tôt et le DVD de ce film, les couleurs avaient changé parce que c'était quelqu'un qui collectionnait les vieux films et tout ça. Et du reste, Matt McKinley l'avait fait témoigner. C'est hyper intéressant. Il a vu une petite modification de la réalité en direct. Donc, si vous avez aussi des expériences avec l'effet Mandela, avec une modification de la réalité, n'hésitez pas à nous en faire part parce que je pense que c'est une clé pour comprendre le système de contrôle. Donc, Très intéressant. Et si les entités arrivent à modifier l'histoire et modifier énormément de choses, ils arrivent à modifier notre perception. il modifie en même temps la perception. Mais c'est comme dans le film Dark City, il reprogramme le subconscient, sauf pour certaines personnes pour générer la controverse, parce qu'elles aiment bien diviser pour régner. Et d'ailleurs, c'est plus tragique quand une personne se retrouve dans une autre timeline et qu'elle garde la mémoire de l'ancienne timeline. Les résultats sont catastrophiques. On a déjà donné des exemples dans plusieurs podcasts et tout ça. Donc, c'est une affaire à suivre. À suivre, très intéressante et passionnante. Donc, merci de nous D'avoir avoir écouté écoutés et à très très bientôt pour un nouveau podcast. podcast. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir.